Mesdames les modératrices, chers amis, chers collègues, complexe, c'est vraiment la réalité. D'abord, est-ce que vous connaissez l'algo? Moi, j'ai vécu beaucoup avec l'algo. Maintenant, on vit avec le SDRC. Il y a plus de 400 ans déjà, Ambroise Paré en a parlé à l'occasion de la saignée du roi Charles IX. Mais c'est essentiellement à la guerre de sécession où Silas Weir Mitchell a développé la notion de causalgie après des plaies nerveuses. On a parlé également de Sudeck, mais j'aurais insisté sur René Loriche, qui était français et qui faisait beaucoup de sympathectomie, qui s'est beaucoup intéressé à la douleur. Voilà. Alors, vous pourrez donner le nom que vous voulez, mais ça, c'était avant, car en 93, la Société internationale de la douleur a mis un peu d'ordre parce qu'on était dans un chaos diagnostique. Il y avait une hyper confusion scientifique sur qu'est-ce que l'algo, et donc par ricochet thérapeutique. Confusion totale, et en fait l'algo est devenu en France le SDRC par traduction de l'acronyme américain. J'ai vécu la grande époque de la calcitonine, non pas que les patients avaient goût de saumon, mais ils avaient des injections régulières, et heureusement, enfin, on a mis fin, je dirais, à ce quiproquo et ce effet placebo franco-français qui aurait pu être arrêté 20 ans avant. Aujourd'hui, on a tendance à mettre sous la même appellation les types 1 et les types 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, le primum bovin, c'est probablement la lésion nerveuse. Même si vous ne voyez pas de nerf sur la fracture du radius, c'est bien là que, on va le voir, peut commencer le processus. Et cette physiologie, elle est vraiment complexe, car en fait, c'est une cascade qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprenait pas très bien. Parce qu'au départ, c'est une agression tissulaire. Tout le monde a eu une agression tissulaire. Vous avez une réaction inflammatoire, vous avez les signes cardinaux, douleur, chaleur, rougeur, gonflement. Et on pense que tout va s'arrêter. Effectivement, tout s'arrête au bout de 2, 3, 4 semaines. Au bout de 5 semaines, une fracture du radius ne fait plus mal, même si elle n'est pas tout à fait consolidée. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une inflammation des terminaisons nerveuses et que vous avez, je dirais, une danse de neuromédiateurs, de neuropeptides qui expliquent l'édème, la vasodilatation, l'hyperhidrose. Quand vous avez quelqu'un qui a un traumatisme d'un doigt, il ne fait pas nécessairement une hyperhidrose de tout le bras. Cette douleur, c'est vraiment la clé, et c'est ça qui pollue finalement. Elle est démesurée par rapport au délai d'évolution du traumatisme. Le chirurgien, il a dit que la fracture était guérie, et le patient, il est en algologie, comme on dit. C'est une douleur qui est régionale, sans territoire neurologique déterminé, anatomique, mais qui est souvent et qui est à caractère neuropathique. Cette douleur, elle est continue et surtout, elle augmente dès qu'on la provoque. L'édème a pour caractéristique d'être distal. Deuxième série, il y a des dysfonctionnements cellulaires. Et ces dysfonctionnements cellulaires, on les connaît depuis longtemps au niveau des fibroblastes, au niveau des ostéocytes, ce qui explique les images radiologiques. Mais il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas, qui est le kératinocyte. Et en fait, ce kératinocyte, il nous pose problème au niveau de certaines synapses. Et ça se passe vraiment dans ce coin-là, mais on n'est pas capable aujourd'hui encore de doser. Et c'est là la difficulté. Troisième ligne, la sensibilisation des nocicepteurs. Ça, on le comprend très bien, puisque finalement, les gens ont hyper mal. Et alors, si on va un petit peu plus loin, il se passe quelque chose dans la corne postérieure, rien d'anormal, puisqu'en fait, c'est le trajet direct pour aller au cerveau, on passe par là. Et cette douleur, elle passe dans la machine, les circuits, je dirais, de la douleur, et ça se termine au cerveau. Ok. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui sur les études qui sont faites sur la douleur, où là, il y a des études expérimentales, on a une vulnérabilité à la douleur qui est différente d'un individu à l'autre. Il y a une mémoire personnelle de la douleur qu'on cultive ou qu'on ne cultive pas. On la cultive d'autant moins qu'il y a beaucoup plus de péridurale, par exemple. Et puis cette notion de choc post-traumatique,
est sûrement également important à noter. Et puis, alors, vraiment quelqu'un que moi, je n'attendais pas, c'est le système autonome. Vous voyez, ce système sympathique et parasympathique, qu'on connaît que par la sympathectomie, eh bien, c'est probablement un des nœuds du problème ou un phénomène d'accélération et qui explique que tous ces symptômes que vous allez retrouver au niveau de la transpiration, par exemple. Il y a un méli-mélo qui se produit et surtout, il y a une valse anastomotique. Alors, en fait, tout finit dans la tête. Il faudrait bien balayer de votre propre tête que ce n'est pas la femme folle, hystérique qui fait de l'algo. Ça, c'est démontré. On n'est pas plus fou avant qu'après, sauf que quand vous avez mal pendant longtemps, votre système limbique, il saute, pète les plombs, comme on dit, et ça entraîne, je dirais, des perturbations importantes qui vont jusqu'à la distorsion de la représentation cérébrale. Ça, c'est fondamental. Ça explique aussi pourquoi vous avez des gens qui tremblent quand ils font une algo. Ça explique un certain nombre de choses où le geste va être fait à côté. Je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler, M. Penfield, avec Sonomoculus. Alors, je vous ai mis ce schéma d'Arnaud Duperron de Nîmes, qui est un médecin de médecine physique, qui est très intéressant, c'est-à-dire que ça fourmille là-dedans. Et en fait, l'idée des gens qui s'intéressent à l'algo aujourd'hui, c'est peut-être qu'un jour, on arrivera à doser des neurotransmetteurs, des neuropeptides, et on dira, voilà, il fait de l'algo, c'est une certitude. Aujourd'hui, les études qui sont faites montrent qu'on n'y arrive pas, et patatrac, on n'a pas de modèle expérimental de l'algodystrophie. On l'a pour la douleur, chez le rat en particulier, mais pas du tout au niveau de l'algo. Alors, le diagnostic de l'algodystrophie, ce n'est pas l'IA qui le fait, c'est un diagnostic clinique. Alors, depuis 1993, on a rassemblé un petit peu les symptômes par famille, que vous voyez ici. Et vraiment, la démarque, c'est 2004, où on décide que les critères dits de Budapest vont permettre de faire un diagnostic clinique. Ça a une sensibilité de 99%, ok. La spécificité n'est que de 68%. Il y a deux choses à retenir. Premièrement, si vous n'avez pas de douleur, ce n'est pas une algo, ça peut être une flare reaction, par exemple, après une chirurgie du Dupuytren. Et vous n'avez aucune autre pathologie ou aucune cause qui est associée. Donc vous voyez, vous supprimez les deux, et après, vous allez classer vos symptômes, et vous avez à la fois un recueil à l'interrogatoire, et là, il vous faudra 3 symptômes dans 4 catégories, cocher au moins 3 cases, et vous allez, après ce recueil, faire vous-même l'examen, et là, il faudra que vous retrouviez à peu près 2 des 4 catégories. Ça, c'est fondamental. Toutes les publications qui n'utilisent pas les critères de 2004, vous pouvez les mettre à la poubelle. Et aujourd'hui, on a même upgradé cette classification par les critères de Budapest dits de recherche. L'imagerie, elle est complémentaire, mais vraiment en secondaire. Malheureusement, on est poussé par le médico-légal, par la Sécu pour expliquer un arrêt de travail d'1 an, mais finalement, on pourrait se passer d'imagerie. L'imagerie pourrait être simplement intéressante pour essayer d'avoir une idée pronostique et le retentissement cérébral. Alors probablement qu'avec l'IRM fonctionnel qui sera banalisé, on y arrivera. Au niveau de la scintigraphie, pour moi, c'est un intérêt dans les algographies partielles que je ne peux pas vous traiter aujourd'hui, faute de temps. Mais vous savez aussi que la scintigraphie va vous permettre de faire les phases actives, précoces, et les phases tardives, un petit peu chroniques, qui sont de traitement beaucoup plus difficiles. Alors, non seulement c'est complexe, mais c'est compliqué. Parce que dès que vous allez vous mettre dans la littérature, vous avez une hétérogénéité. D'abord, c'est des petites cohortes, parfois qui font 20, 30, 50, parfois 100 malades. Et que lorsqu'on commence à avoir des critères un peu plus modernes avec Budapest et des cohortes qui sont par exemple de 200 000 fractures du poignet comme peuvent le faire les Danois où tout est enregistré dans les registres, on s'aperçoit que la fracture du radius distal qui est entre 7 à 37%, on s'aperçoit qu'on va être autour de 1%.
Alors je crois qu'il y a un biais parce qu'il y a une amélioration de la prise en charge des patients et il y a des améliorations aussi techniques avec les plaques. Alors pour faire simple, l'algodystrophie, c'est essentiellement la traumato. Pas mal aussi la chirurgie programmée, en particulier la chirurgie de la main. Le membre supérieur prédomine le membre inférieur, pour une fois c'est intéressant. Et dans les fractures, qui représentent 40%, vous avez 43% du radius distal. Donc quand vous faites une fracture du poignet, il faut vous dire « je vais peut-être avoir une algo ». Mais pour l'anecdote, est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent que par exemple une femme peut faire une algo de la hanche pendant une grossesse? Aujourd'hui, le travail de recherche sur l'algo est surtout fait dans les algos AVC pour voir un petit peu la plasticité cérébrale. L'histoire des 3 femmes sur 4, c'est pas parce qu'elles sont folles, c'est parce qu'il y a plus d'ostéoporose chez la femme et donc plus de fractures du poignet. Et puis il y a une notion aussi intéressante, c'est que le mini-invasif ne réduit pas le risque d'algo. Voilà. Alors, l'évolution de cette algodystrophie, j'emprunte cette courbe à Goebbels, qui est ça date de 2025, qui montre si 90% des patients guérissent, je vais dire en moins d'un an, sans séquelles, encore que lorsqu'on fait des études fonctionnelles, il y a quand même un petit peu de perte, eh bien, on s'aperçoit que les 10% qui vont rester, c'est des douleurs à vie, c'est des rétractions partielles maintenant parce qu'il y a une meilleure prise en charge, mais c'est également des phénomènes vasomoteurs qu'on a vus au départ, des troubles trophiques, du poil où il ne faut pas, des mains froides, des mains cyaniques, etc. Et ça peut être à vie. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer de faire le pompier, mais faire le pompier assez tôt. Et vous voyez, il faut essayer de le faire, je dirais, dans les premiers mois. Sachant que l'algo, elle commence à 4 à 6 semaines, on n'a pas beaucoup de semaines pour réagir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un service après-vente après votre chirurgie de la main ou votre traumatologie, vous allez être pourvoyeur d'algo parce que déjà la première réponse, c'est de voir les patients, faire le diagnostic, il est clinique, et leur expliquer ce qui va se passer. Là, je vous ai mis les différentes phases, en sachant que la phase chronique peut ne pas exister, heureusement. Alors, comment traiter cette complexité ? On a vu la calcitonine, ça a été la magie française, probablement pour le laboratoire qui vendait. Quel traitement ? Quand on a les 3 systèmes du système nerveux qui sont en ébullition et en perturbation alors qu'on ne connaît pas très bien encore comment ça marche. Preuve en est, c'est la repousse nerveuse après une suture. Il n'y a pas de preuves, on n'a que des avis d'experts dans les publications. Donc ça, c'est important aussi. Et l'avis d'experts, eh bien aujourd'hui, tout le monde est unanime. Le seul traitement, c'est bouger, 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 bouger. Ah, j'ai mal. Bouger, 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 bouger. Si vous commencez par dire vous ferez de la rééducation quand vous aurez moins mal, vous êtes sûr d'avoir une phase chronique, c'est enterrer votre patient, vous en ferez un handicapé, ça fera peut-être un chômeur de moins. Donc le problème, c'est d'arriver à rééduquer le patient avec un fond de douleur. Et ce fond de douleur peut être des EVA qui sont relativement importantes. Alors quel traitement ? Je vous ai classé les 4 lignes de traitement. D'abord, le traitement, ça dépend à quel moment on voit dans la courbe de Goebbels où on intervient. Et puis, il faut vous rappeler que lorsque vous avez un résultat qui est magnifique à 40%, vous avez quand même un effet placebo, tout médicament confondu, toute chirurgie confondue, qui est de 30%. Donc, il faut être modeste. Alors, quels sont les traitements médicamenteux ? Certes, les antalgiques, c'est important surtout au moment du traumatisme, de l'agression tissulaire, mais ne vous excitez pas sur les opioïdes, parce que plus vous allez forcer les opioïdes, plus vous allez avoir un effet contraire. Donc, il faut essayer de trouver un petit passage dans des antalgies de niveau 2, et surtout, on va le voir, c'est accompagner votre patient. De toute façon, il faut tester. Hein. On va vers l'inconnu dans les médicaments. Il n'y a pas de potion magique. Même les anti-épileptiques, la gabapentine, qui peut donner, si vous voulez, un effet peut-être lorsqu'il y a plus de douleur
neuropathiques que d'autres. Surtout pas d'antidépresseurs, il n'y a pas de folle, rassurez-vous. La cortisone, c'est intéressant si vous avez au début des gros signes inflammatoires. Si vous n'avez pas de signes inflammatoires cliniques, eh bien, ce n'est pas la peine d'en donner. Quant au diphosphonate, là, il y a également, je pense, un biais de laboratoire. Mais le seul qui a montré une petite efficacité, c'est le pamidromate, à condition de le faire en intraveineux, non pas par la bouche. Et en fait, le seul médicament qui pourrait être intéressant et qu'il faut mettre en préventif, c'est la vitamine C, parce que ça ne coûte pas cher. Deuxième ligne de traitement, les traitements physiques. Et ces traitements physiques, eh bien, c'est avant tout la rééducation, et tout rééducateur de la main est équipé en physiothérapie et pourra faire de l'ergothérapie de base. Alors, vous êtes dans une phase où vous êtes avec votre extincteur, c'est vous qui êtes en première ligne parce que vous avez opéré le patient ou vous le suivez pour une fracture du poignet, eh bien, c'est SOS kiné. Et SOS kiné, c'est bouger, et bouger le membre et bouger le cerveau. Il faut faire les deux. Et là, ce qui est important, c'est que le patient, il doit être acteur. On parle beaucoup de l'éducation thérapeutique, mais là, vous avez un boulevard pour faire de l'éducation thérapeutique. Et ça, vous pouvez remplir vos cahiers pour la certification. Il n'y a pas besoin de faire venir souvent le patient. Si vous arrivez à avoir un bon contact avec lui et qu'il est observant, eh bien, une fois par semaine, ça suffit, à condition qu'il fasse des devoirs à la maison. Parce qu'il faut lui reprogrammer sa fonction en fonction de son contexte social, professionnel, de ce qu'il aime, etc. Alors, le kiné, il a une grosse boîte à outils. On ne va pas définir tout ça parce que ça nous prendrait 1 heure. Mais ce qui est important, c'est que le kiné qui est en première ligne, vous avez donné l'information, il va arriver dans une équipe où il va falloir redonner la confiance au patient, clarifier le discours dans l'ensemble de l'équipe, dans l'unité de chirurgie de la main, et déculpabiliser le patient. Moi, j'appelle ça une sorte d'allergie. Ce n'est pas maîtrisable, l'algodystrophie, et il faudra aussi déculpabiliser en médico-légal le chirurgien. Alors, les traitements, je dirais, que va faire le rééducateur, en plus de tout ce qu'on fait, mobilisation, accompagnement, etc., je crois que c'est axé sur l'activité cérébrale. On va activer le cerveau. On va activer le cerveau pour lui permettre, je dirais, d'avoir une plasticité cérébrale qui est réversible. Il y a un effet d'involution cérébrale avec l'immobilisation et on peut regagner en quelques semaines. Et c'est là l'intérêt de tout ce qui est boîte miroir, réalité virtuelle. Et puis on revient sur le travail en ergo personnel, c'est-à-dire les devoirs à la maison. Lorsqu'on a passé 2 mois et que le kiné vous dit ça va pas, on n'y arrive pas, ben là je crois qu'il n'y a pas d'autre chose que de faire SOS le réseau douleur. Malheureusement, le réseau douleur, c'est un peu comme les soins palliatifs. Tous les Français ne sont pas égaux et il y a dedans, je dirais, à boire et à manger dans les réseaux douleurs. Le principe d'un réseau douleur, c'est doit être multidisciplinaire et j'insiste surtout sur le psychologue. Le psychologue, ce n'est pas un psychanalyste, ce n'est pas un psychologue qui va vous demander « Ah, dans l'enfance, vous avez été traumatisé parce qu'on vous a touché la culotte ». Ça, c'est pas ça. Il faut aller vers l'émotionnel, vers le traitement du post-traumatique. Et normalement, il faudrait qu'on ait des psychiatres, mais il n'y en a pas, qui puissent détecter si réellement vous avez une alexithymie, c'est-à-dire une perturbation de la gestion de vos émotions. Donc c'est assez compliqué, le diagnostic n'est pas simple à faire, et là c'est beaucoup plus compliqué que les critères de Budapest. Tout ça pour introduire l'intérêt des thérapies comportementales et cognitives, et évidemment dans les centres antidouleurs, vous avez également tous les traitements invasifs qui vont jusqu'à la stimulation médulaire. Alors, j'insisterai, outre le fait qu'il faut bouger pendant que les gens ont mal, il faut les mettre devant leurs responsabilités. Vous ne voulez pas bouger, moi je sais comment vous allez être dans 2 ans. Voilà, vous serez chômeur et handicapé. Il faut absolument essayer de mobiliser tout ce qui ne doit pas être immobilisé. Eh ben, il ne faut pas l'immobiliser. Ça ne sert à rien de prendre des articulations à 3 étages au-dessus, que ça n'a aucun intérêt. Cette publication est intéressante parce que, premièrement, elle est récente. Elle est quand même sur une cohorte d'une centaine de fractures du poignet et qui montre qu'au-delà de 5 semaines, l'immobilisation est vraiment toxique.
parce que vous avez, comme je vous l'ai dit, l'involution cérébrale. Les jours de rééducation, parce que le kiné est débordé, ça c'est tout le problème, c'est la France qui ne gagne pas, mais c'est sûr que chaque jour de retard va compter. Et enfin, il y a une chose que j'ai appris en lisant beaucoup de choses sur l'algo, là, c'est que l'IEC, beaucoup de gens prennent des IEC. Les IEC, c'est pour l'hypertension, c'est pour l'insuffisance cardiaque débutante, etc. C'est un facteur de risque indéniable qui a été validé. Alors, les messages que je vais vous dire. Prévenir, prévenir, prévenir. Dans certaines chirurgies, on a peur d'avoir l'embolie pulmonaire, on a peur d'avoir le sepsis. Là, je veux dire qu'il n'y a aucun acte qui est en dehors de l'algodystrophie. Ce n'est pas une loterie, mais lorsque vous l'avez, moi j'ai connu ce qu'on appelait le chaos. C'était vraiment la catastrophe. Alors, un drapeau rouge, c'est que l'EVA d'une fracture du poignet, qui est l'exemple le plus fréquent, qui est supérieur à 5 pendant 72 heures, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas l'antalgie post-opératoire, soit parce que vous n'avez pas opéré ou mal opéré votre patient, etc., ou vous lui avez coupé le nerf médian par derrière, eh bien ça, vous y allez à l'algodystrophie. Donc mobilisation précoce, je vous l'ai dit, le discours homogène et étendu de l'ensemble des acteurs, c'est fondamental. Plus l'équipe va être soudée, plus on va parler du langage main, de la secrétaire, de la standardiste qui reçoit le mauvais coup de fil, etc., jusqu'au kiné, jusqu'au médecin traitant, qui est parfois difficile à évangéliser, parce que rééduquer avec la douleur, pour lui, il dit, il est fou le docteur. Et puis la phase iatrogène, pauvre monsieur, vous avez été opéré par Rimbaud, ben ça ne m'étonne pas. Hein, voilà. La vitamine C, c'est gagnant dans les fractures du poignet, c'est une certitude. Chirurgie du pied, Bernard Moyen, à Lyon, spécialiste du pied, à Edouard Herriot, avait publié il y a une vingtaine d'années une publication intéressante sur la chirurgie du pied avec la vitamine C préventive. 500 mg, ça coûte pas cher. Pendant combien? 50 jours, ça tombe juste, voilà, une fois par jour. Et puis surtout, adressez-vous à des kinés sachants. Et l'idéal de ma vie, c'est quand même l'unité de chirurgie de la main complète. Alors, complexe et compliqué, l'algo, oui, je répète, et plus j'ai travaillé dessus, moi j'ai envie de continuer parce que je pense que je ne sais pas comment on s'en sortira. Et je vous ai sorti cette phrase qui n'est pas de moi. L'amour est un sentiment complexe. Certaines relations amoureuses sont parfois compliquées. Tel est l'algo d'aujourd'hui. Merci. Eh bien, merci Monsieur Rimbaud pour cette belle conférence et ce point très, très complet sur l'algo. Est-ce que vous avez des questions ? J'avais une question sur le phénomène d'épine irritative. Je ne sais pas si on m'entend bien. Parce que parfois, c'est vrai qu'on a certaines algos où on identifie quand même une pathologie qui entretient le phénomène douloureux. Est-ce que vraiment... Oui, il faut enlever l'épine irritative. Ouais, c'est ça, hein, parce que... Non, il faut y aller. Lorsque tu as une vis qui frotte sur le nerf médian, il ne faut pas la laisser. Ah, c'est évident, c'est essentiellement au membre inférieur que ça se pose. Les fractures de cheville sont très pourvoyeuses d'algodystrophie et il y a plein de petits nerfs par là. Et en fait, dès que vous titillez un nerf, dès qu'il y a une explication à vos douleurs, il faut déjà enlever la douleur qui est explicable. Le SDRC ne doit pas être non plus un diagnostic poubelle. Hein. On voit que si on fait les critères de Budapest, tous nos patients n'ont pas nécessairement un SDRC. Hein. Mais c'est en train de bouger. Qu'est-ce que rapportera l'IA? Parce que c'est tendance aujourd'hui d'en parler. Ça apportera rien sur le diagnostic. Le diagnostic, il est clinique. Voilà, s'il n'y avait pas le problème de médico-légal à la Sécu, on ne ferait pas d'autres examens. C'est assez compliqué de faire les tests de Budapest. Il faut confier ça au kiné, mais il faut remplir la fiche. Ça leur prend quand même un certain temps. Par contre, compte tenu du fait qu'on est dans une complexité, qu'il y a des problèmes, on arrive à capter qu'il y a tel neuromédiateur qui est en excès, etc. Je pense que l'IA, en rassemblant toutes les datas des gens qui essaient de chercher là-dessus, on trouvera peut-être un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est une inflammation excessive qui atteint les nerfs périphériques, même s'ils n'ont pas été atteints au départ, parce qu'en fait, il y a toujours une innervation quelque part. Si vous touchez un radius
chez un patient qui est mal endormi, il va dire « j'ai mal ». Et vous n'avez pas vu de nerf sur votre radius. Donc tout est innervé. C'est un problème, je dirais, d'infiniment petit. Et le kératinocyte, je vous conseille de regarder ce que c'est, mais il m'a surpris celui-là. Merci pour cette magnifique présentation. Je vous rejoins complètement sur le fait que notre seul espoir, c'est la prévention. Et finalement, un chirurgien humain qui prend du temps à expliquer, qui noue le lien avec son patient, y compris en traumato, qui veille à ce que l'anesthésie, que le geste soit indolore, qui explique bien en post-op, qui veille à être disponible s'il y a quoi que ce soit comme problème en post-op et que les métacarpophalangènes soient souples, etc., n'a jamais d'algo. Les chirurgiens seniors qui sont humains avec leurs patients n'ont jamais d'algo. Donc il y a quand même quelque chose qui se joue autour de l'éducation de nos patients, l'auto-rééducation. En consultation, je passe beaucoup de temps à expliquer plein d'exercices tout bêtes à tous les patients. Il faut être en retard, comme dit ma collègue. Un patient qui m'a dit « vous avez 1 heure de retard, ça veut dire que vous êtes un bon chirurgien ». C'est le seul, hein. Généralement 99 disent le contraire. Non, mais le SAV est fondamental. C'est-à-dire qu'un patient qui dit à 5 semaines « je dors plus, j'ai mal et ma main a gonflé », c'est pas un sepsis, hein, c'est après une fracture du poignet. Il faut aller désamorcer avec les 5 heures l'algo. Et en fait, il y a beaucoup de phénomènes de phase algoïde. Moi, je vois au centre, on traite beaucoup de phases algoïdes que l'équipe arrive à éteindre. Ça, c'est important. Et je rejoins tout à fait la professeure Gambon là-dessus, avec sa vision parisienne qui est encore plus difficile que dans notre pauvre territoire. Et comment on peut expliquer qu'il n'y ait Je t'entends pas, Robert. Comment on peut expliquer qu'il n'y ait pas de modèle animal? Parce que si on dit que c'est les petits nerfs qui sont abîmés... Moi, j'ai lu, là, depuis qu'on m'a donné le sujet, ou qu'on a pris le sujet ensemble avec Fabrice, j'ai lu des trucs, je pensais faire une balade dans la littérature. En fait, ma tête, elle fait boum boum. Et ça m'a vraiment bouleversé. On a des études, des modèles animaux sur la douleur chronique. Mais on ne peut pas non plus corréler la douleur chronique avec le SDRC. C'est 2 choses différentes, même si on a des douleurs neuropathiques. Mais en fait, tout se termine là-dedans. Hein. C'est ton système limbique. On est inégaux devant le système limbique. Et puis, il y a des pistes, je dirais, génétiques aujourd'hui. Il y a des pistes immunitaires. Il y a plein de trucs. Mais bon. Après, c'est le couloir. Après, c'est le couloir et je tends la main. Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais une question sur votre expérience ou dans vos recherches sur les bains écossais ou sur les gants de compression en néoprène. Si vous aviez une expérience là-dessus, des retours. Joker, je dirais, c'est la tchatch et le lien avec le patient. Moi, je dis souvent, dans certains cours, on s'encorde avec le patient. Et si on n'y arrive pas, on a SOS kiné. Il faut choisir ses kinés. Hein. Parce que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de kinés qui disent « oui, vous reviendrez quand vous aurez plus mal ». Et vous voyez le malade à 3 mois, c'est la catastrophe. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Guy, pour cette mise au point. Parfait.